Alors bonjour, aujourd'hui à Portrait de Leader, nous recevons Richard D'Amour, associé principal chez Fortier D'Amour, avocat. Richard, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben Marc, merci de m'avoir invité. J'ai une question au départ. Qu'est-ce qui fait que tu es avocat associé dans un cabinet aujourd'hui? Bonne question. Avocat, dans un premier temps, à 14 ans, j'ai dit à mes parents que j'allais devenir avocat. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était clair que c'est ce que j'allais faire. Et quand est venu le temps de m'inscrire à l'université, je me suis inscrit en administration et en droit. J'ai été accepté dans les deux. Et donc, j'ai pris le droit. Mais pour plus tard, revenir un petit peu à la fiscalité, à l'administration avec la fiscalité. Donc, j'ai combiné les deux éléments. Pourquoi associé d'un cabinet? Ben, pour moi, j'avais, puis depuis fort longtemps, un esprit entrepreneur. Et pour moi, c'était important le contact avec les clients, donc de développer ces relations-là. Et c'est ce qui m'a amené à être associé. Administration, avocat, je te connais, donc c'est ce que je vois dans toi quand je te rencontre. Pourquoi c'est si difficile, à ma connaissance en tout cas, d'avoir les deux? Si je connais d'excellents gestionnaires, je suis un CPA moi-même, le côté professionnel, je le connais bien. Puis comment on arrive à mélanger ces deux éléments-là pour faire fonctionner une firme tout en servant nos clients le mieux possible? Comment on arrive à faire ça? C'est un art, à mon avis. C'est C'est moi ce que je te dirais, le plus difficile là-dedans, c'est l'agenda. OK? D'arriver à concilier parce que le fait de traiter des dossiers, parce que je traite encore des dossiers, bien que je sois associé au cabinet, Mhm. il faut arriver à structurer et mon truc à moi, ça a été de mettre des plages horaires spécifiques, notamment pour mon administration. Donc, à telle période dans la semaine, je vais faire telle chose. C'est par la structure que j'arrive à concilier les deux. Est-ce que tu dirais que le professionnel puis le gestionnaire, c'est deux cerveaux différents? Donc c'est pour ça que tu utilises des plages horaires différentes? C'est pas deux cerveaux différents parce que ma pratique est en droit des affaires, donc il y a tout un volet conseil Mhm. entreprise. Donc, mais définitivement, on n'aura pas la même façon d'approcher les choses. Parce que gestionnaire au niveau d'un bureau d'avocat, c'est beaucoup de relations humaines. Mhm. Tandis que quand je fais des dossiers, oui, il y a de la relation humaine, mais il y a aussi de la documentation qui est importante. Est-ce qu'il t'arrive, tout comme ça m'arrivait, d'avoir une difficulté à gérer les deux, c'est-à-dire qu'être plus attiré vers un côté que vers l'autre, puis négliger l'autre aspect? Moi, je négligeais l'aspect gestion de mon cabinet versus ce que je pouvais apporter à mes clients. Est-ce que c'est une tentation que tu as? Ben, définitivement que le premier réflexe d'un professionnel, c'est de s'occuper de ses clients. Hein, parce que c'est l'essence même de l'entreprise. Euh, pour contrer ça, encore là, on a mis en place des systèmes. Donc, on a un comité de direction tous les Mhm. mardis, midi. Donc, j'ai pas le choix d'être prêt. Sinon, devant les autres, j'ai l'air fou. Donc, ta responsabilité de gestionnaire vis-à-vis le groupe fait que tu te prépares puis tu fais ce que tu as à faire. Définitivement. Donc, en ayant des rencontres statutaires, des plages horaires Mhm. spécifiques, c'est comme ça que je crée l'obligation de m'occuper de l'aspect gestion aussi. Quelle est la principale qualité d'un bon leader selon toi? Ça, c'est une excellente question. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va être capable de toucher les gens et les amener à tous pousser dans la même direction. Mhm. Pour moi, un leader, au-delà de la vision qu'il a, il faut qu'il soit capable de la communiquer, que les gens soient prêts à le suivre. Moi, ma façon de regarder ça, c'est j'image toujours en disant, ben, les employés que j'ai, les associés que j'ai, si j'allais à la guerre, est-ce que s'il est derrière moi, j'ai confiance qu'il va me protéger? C'est un petit peu cette façon-là, cette vision-là que j'ai. Tu as vraiment une vision de travail d'équipe, un peu comme une équipe sportive qui va tout le monde ensemble pour. C'est une équipe de football, c'est un peu l'image que j'ai en t'écoutant, qui
attaque ensemble, qui se défend ensemble, etc. Ben, définitivement. Puis pourquoi? C'est simple. C'est parce que chacun a ses qualités. Et mes forces à moi ne sont pas les mêmes que les autres. Et mon but, c'est que je sois entouré de gens qui soient tous meilleurs que moi. Si j'arrive là, je vais avoir réussi. Je t'écoute depuis 5 minutes, puis je repense encore à ce que tu m'as dit au début. Ton rêve. Pour moi, j'ai rêvé ça, je l'ai fait. Définitivement. C'est assez incroyable que ça parte de là, parce que c'est souvent ça, quand on parle à d'autres entrepreneurs, c'est à un certain âge, ils ont pensé ça, puis là, ils les réalisent. On parle de décennies de travail, d'accomplissement, d'erreurs, de décisions pour arriver à ça. C'est quand même impressionnant. Mais tu sais, Marc, j'étais à l'université et ce qui a motivé le fait que je veuille partir un bureau, c'est les entrevues que j'ai eues dans des grands bureaux et je ne me suis pas reconnu là. Je me voyais pas pratiquer dans ces environnements-là et je me suis dit, ben pourquoi ne pas créer mon propre environnement? Exact. Et c'est comme ça, je suis arrivé en stage, j'ai regardé mon employeur de l'époque et je lui ai dit, je vais acheter ton bureau. Il est parti à rire, donc j'ai fini par en partir un. C'est intéressant parce que j'entends aussi, si ça n'existe pas, je vais le faire. Oui, C'est ça que je trouve beau là-dedans. C'est la partie où il n'y a rien, il n'y a pas ça en tout cas, puis moi je vais le faire, je vais le créer. oui, puis à l'époque, si on remonte, parce que ça fait quand même 30 ans que je pratique le droit, je l'ai établi sur la Rive-Sud. Il y avait un bureau digne de ce nom sur la Rive-Sud. Oui, il y avait des avocats qui pratiquaient, mais la Rive-Sud n'était pas bien desservie en droit. Puis aujourd'hui, je regarde où la Rive-Sud est rendue et les cabinets qui se sont établis là. Puis encore là, je pense que le choix était excellent. Je te connais depuis un certain temps, depuis 3 ans peut-être. J'ai l'impression que pour toi, prendre des décisions, c'est facile. Est-ce que c'est vrai? Je peux pas dire que prendre des décisions, c'est toujours facile, mais j'essaie de toujours y aller dans la même veine. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vais écouter. J'ai besoin d'une période d'analyse, plus ou moins longue. Ensuite, des bureaux, tu le sais, on n'est pas seul, il y a d'autres associés. Chez moi, on est 6 associés au capital. Donc, il y a une période aussi de consultation parce que dans ma façon de gérer, moi, j'aime les compromis et que tout le monde arrive à pousser sur la même roue. Qu'on ne procède pas par un vote, qu'on procède par compromis et que tout le monde soit d'accord. Donc, écoute, analyse, consultation, décision. Moi, c'est toujours le même pattern que j'utilise. Est-ce que c'est rapide? Pour Oui, toi, en général? Ouais. oui, mais il y a des décisions qui vont demander plus de temps. Mais sinon, généralement, on est capable de prendre des décisions très rapides. Puis dans ce que tu me dis, la partie la plus importante selon toi, c'est laquelle? Pour moi, c'est l'analyse. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me convaincre moi-même avant d'aller consulter les autres. Ça, c'est le vendeur en toi. Hein? Ça, c'est Je suis toujours convaincu, puis go. parce que, en quelque part, oui, la période d'écoute m'a donné du feedback de bien des gens, puis la consultation me permet après de rallier troupes. C'est le fun parce que tu as analytique fort, parce que tu te poses sur ça. Puis dans ton travail, c'est clair que tu dois être un gars analytique, ne serait-ce qu'en fiscalité, quand tu rédiges des contrats, quand tu analyses une situation assez complexe, comme tu dois avoir généralement. Puis ensuite, il faut que tu vendes la solution. Toujours, toujours, toujours. Mais tu sais, moi, je dis, et je donne une formation sur la négociation à des investisseurs immobiliers, et je dis toujours que la vie est une grande négociation. Richard, qu'est-ce que tu n'avais pas prévu dans ton parcours? Tu avais une vision? Qu'est-ce que tu n'as vraiment pas prévu qui te surprend encore aujourd'hui? Au moins 2 choses. La première, quand j'ai décidé de partir un bureau, moi, j'avais jamais pensé que j'aurais autant d'administration à faire, de gestion. Parce que, naïvement, tu pars ça pour pratiquer le droit. Et là, au début, c'est ce qui était. On a parti de 2. Aujourd'hui, on est 85. Donc, cette partie-là, oui, c'est venu avec le temps, ça s'est additionné
Et ça devient exponentiel à un moment donné. Donc, tantôt, tu parlais de c'est plus difficile traiter les dossiers clients puis la gestion. Donc, ça, je n'avais pas prévu ça. L'autre chose que je n'avais pas prévu, c'était la grosseur que l'entreprise prendrait. Parce que à l'époque, je me disais, moi, si on est une dizaine de professionnels, ça va être un beau bureau. Ben, aujourd'hui, on est rendu plus près du 32 professionnels. Donc, ça, je ne l'avais pas prévu de cette façon-là. Wow. 6 associés, 32 professionnels, 85. 85 employés. C'est une PME, là. Oui. Tu sais, c'est vraiment une PME avec tous les enjeux qu'on peut trouver. Tu me parlais de travail d'équipe, parce que je pense que la solution, c'est le travail d'équipe, c'est les gens qui la composent. Quelle est la valeur ou le comportement que tu valorises le plus au sein des gens de ton organisation? Pour moi, puis je vais parler d'un premier temps spécifiquement. On a mis un comité de direction en place. Donc, on a les ressources humaines qui sont alentour de la table. On a une personne pour chacun des départements. Litige, droit des affaires, notariat. On a la fille qui gère les opérations autres. Et on a nécessairement la directrice des finances également. Et moi, ce que je m'attends d'eux, c'est de l'ouverture, d'être capable d'assumer. Puis assumer, pour moi, c'est autant être capable de me dire à moi qu'elles sont pas ou qu'ils sont pas d'accord avec le positionnement que je prends et d'être capable de décider. Au début, c'était intimidant pour eux parce qu'il y avait 2 associés alentour de la table au comité de direction, parce que j'ai un de mes associés qui est là également. Et je pense que je les ai amenés à être capables de confronter puis dire non si elles ne sont pas d'accord. J'aime ça ton mot assumer, parce qu'on parle beaucoup d'engagement, puis assumer qui a l'air d'inclure pour toi l'ouverture, être capable de ce que Patrick Lencioni appelle avoir une discussion conflictuelle, c'est-à-dire être en désaccord ouvertement pour ensuite prendre charge. Bien, définitivement. Parce que, veux pas, j'ai pas la science infuse dans rien. Tu sais, oui, j'ai étudié le droit, mais les fonctions de gestion, on les apprend à tous les jours. Donc, quand j'ai ma directrice des finances, qui est une CPA, qui est pas mal meilleure que moi, bon, ben, qu'elle puisse me challenger, j'apprécie. La fille des ressources humaines, même chose. Donc, le but, sinon, le comité de direction ne servirait pas les fins pour lesquelles on l'a mis en place. Je pense que même pour quelqu'un qui a appris la gestion, on apprend tous les jours. Parce que le réflexe, on l'oublie, parce qu'on est soit un peu paresseux ou on est attiré vers d'autres choses. Puis là, la vie nous ramène, puis on revient à l'action qui doit être faite ou à cette réflexion-là qui doit être faite. Donc, simplement dans ce que tu m'as posé comme question, le terme le plus important, c'est assumer. Pour moi, c'est... Et dans la vie, je suis comme ça. Moi, j'ai appris aux enfants à assumer les décisions qu'ils prennent. On ne prend pas toujours des bonnes décisions, mais on les assume. Donc, on vit avec. Oui. Donc, on s'en sort. Définitivement. On apprend, puis on passe à autre chose. Définitivement. Et puis, en bout de piste, pour que ça fonctionne, il faut prendre plus de bonnes décisions que de moins bonnes. Oui. Donc, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Les gens de ton équipe ont le droit de se tromper. Définitivement. Et je vais être derrière eux. Ils ont le droit. Où j'ai plus de difficultés, c'est quand on n'apprend pas de nos erreurs. Ça va être plus complexe. Quel mentor ou leader t'a le plus inspiré jusqu'à maintenant dans ta vie? Je te dirais, il y en a 2. Le premier, c'est Alain Bouchard. Pourquoi Alain Bouchard? Parce que il est parti commis dans un Perrette et il a bâti une entreprise incroyable. Et plus particulièrement, ce qui m'a touché chez lui, c'est comment cette personne-là voulait toujours s'entourer de gens meilleurs que lui. Et grâce à ça, je crois qu'il a réussi. Donc, il ne faut pas avoir peur que les gens soient meilleurs que nous alentour. Quand on est, je pense, un leader inspirant, ça va couler de soi, puis ça va bien aller. C'est ce que je vois chez M. Bouchard. L'autre, je dirais, et c'est ses funérailles demain,
l'ex-premier ministre Brian Mulroney. On avait eu la chance de le recevoir pendant qu'il était premier ministre du Canada à l'université. Et j'ai eu une discussion avec lui et j'ai toujours suivi son parcours. Et ce qui me fascine chez lui, c'est comment il réussit avec à peu près n'importe qui à trouver des compromis, à faire que les gens vont aller dans la même direction. Et ça m'a toujours marqué. Et tantôt, j'en parlais, j'essaie toujours que les gens puissent se diriger et qu'on n'impose pas une décision. Et Brian Mulroney, c'est ce qui incarne pour moi. Qu'est-ce qui arriverait si on imposait une décision, selon toi? Ça fait des malheureux. En imposer une, c'est correct. Il peut y avoir des moments où il faut imposer une décision. Mais si on impose toujours des décisions, c'est pour moi le début de la fin. Puis je fais beaucoup de droit des affaires. Puis ma position, parce que j'ai déjà entendu souvent que s'il y a deux partenaires, il y en a un qui doit avoir la majorité, 51. Et moi, ce n'est pas ma position. Si on est 50-50, on va trouver des compromis. Oui, il faut avoir une porte de sortie si jamais ça ne fonctionne pas. Mais à 51-49, s'il y en a un qui impose toujours, l'autre va finir, et c'est humain, va finir par se tanner. Ça ne marchera pas de toute façon. Définitivement. Ben, je vois des 20, 20, 20, 20. Je vois des associations de 6, de 8, de 10. Je vois 2 fois 50. Puis oui, celui qui a 60 peut leader, peut décider de tout. Mais celui qui a 40, s'il devient malheureux, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Là. Définitivement. Donc, il faut aller chercher l'ascension des gens. Tu parlais d'une qualité qui est celle de s'entourer de gens qui sont plus forts que nous. Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, un leader va s'entourer de gens plus faibles, va chercher à s'entourer de gens plus faibles? Souvent, je dirais que c'est au niveau de la confiance. Et le manque de confiance fait qu'on a besoin de se valoriser. Je pense que ça vient de là. Avec des plus faibles, plutôt Ouais. qu'avec des plus forts. Je ne suis pas psychologue, mais ça fait 30 ans que je vois pas mal des leaders, là, puis c'est un peu le constat que j'en fais. Et je regarde, c'est vraiment un trait qu'on voit chez des gens. Moi, je dirais pas juste des gens qui réussissent, des gens plus heureux. Ils sont plus heureux parce qu'ils sont entourés de gens qui ont des qualités que... Tu sais, moi, j'aime ça. Être entouré de gens qui ont des qualités que j'ai pas. Des gens qui sont meilleurs que moi pour plein de choses. On dirait que j'apprends par symbiose avec eux. Même s'ils ne me donnent pas le truc magique. Je fais, ah, regarde, Richard, il est capable de faire ça, c'est fantastique. Puis, tu sais, je le reçois. Je trouve ça super, super valorisant. Ben, il y a plus que ça. Parce que le fait d'être entouré de gens bons t'oblige à être meilleur. À mon point de vue. Tu sais, puis dans n'importe quoi que je fais, j'y vais de même. Je fais du vélo, tu le sais, et j'ai pas décidé de faire du vélo tout seul. J'ai dit, moi, je vais aller d'un groupe de vélo. Puis là, ben, je regarde ceux qui sont meilleurs que moi, puis je me dis, OK, ça me prend quoi pour aller là? Voilà. Puis là, je veux changer de groupe. Donc, quand tu es entouré de gens meilleurs, tu progresses plus. Exactement. Richard, qu'est-ce qui te reste à accomplir dans ta vie professionnelle? Puis le goût que tu me dises dans ta vie, c'est surtout. Dans ma vie, je suis en train de travailler à, je te dirais, un meilleur équilibre. OK? Parce que, veux pas, quand on aime ce qu'on fait, on y met beaucoup d'énergie. Et c'est ce que j'ai fait dans, je vais dire, 30 dernières années. Donc, avoir un meilleur équilibre. Et tu sais que je travaille là-dessus de différentes façons. Au niveau professionnel, mon vieux rêve, c'était de bâtir un cabinet qui allait me survivre. Il me reste la dernière partie à faire. Donc, on travaille à assurer une relève, assurer qu'il y ait d'autres personnes qui vont continuer le rêve que j'avais. Et on a commencé, on a de nouveaux associés au capital et on travaille à cette relève-là. Ce qui va m'amener à changer mon rôle. Et ça, je le vois comme un défi parce que
j'ai toujours été en avant. Donc, à prendre les décisions. Et je vais devoir apprendre à ce que ce soit d'autres qui fassent ça. Et ça, je me questionne. C'était ma question, c'est qu'est-ce que tu vas devoir apprendre pour arriver là? C'est À changer ton rôle, hein? OK. Puis à changer mon rôle. tu as toujours été en avant. Avec d'autres en avant, mais oui, en avant. Puis oui. là, tu vas devoir faire, OK, il y en a d'autres qui s'en occupent. Oui, Fait que l'image que tu avais tantôt où je m'en vais à quelque part, les gens en arrière, j'ai confiance en eux, ils vont nous faire avancer et nous protéger en même temps. Là, tu vas changer de place, là. oui, OK. je vais changer de rôle. OK. Définitivement, je vais changer de rôle et c'est correct. On l'a mis dans notre convention et c'est normal parce qu'il faut, en quelque part, que la relève sente qu'on ne sera pas là jusqu'à 90 ans. Hein, parce que la relève va vouloir C'est d'être diriger. responsable. C'est d'être responsable que de faire ça, là. Mais personnellement, je vais devoir apprendre à faire ça. Mhm. Parce que pour l'instant, avec mes associés, on décidait qu'on tournait à gauche, on tournait à gauche. Et Là, ils vont tourner à gauche, puis toi, tu vas suivre dans le trailer oui, en arrière. OK. oui, Ah, j'ai hâte de voir ça. oui, Ça va oui. être, ça va être le fun. Un apprentissage. Je vais avoir besoin de conseils de sages comme toi, Marc. Je sais pas si je vais pouvoir t'aider là-dessus, parce que j'avais vraiment fait ça. Quoique mon rôle de coach, c'est ça. Tu sais, quand on est ensemble en coaching, Ouais. je peux pas, je peux te dire ce que je ferais, je peux te faire réfléchir, je peux te dire mes expériences de vie, mais après, je décroche. J'ai réussi à faire ça. Alors que si j'avais pas pu, je pense que je serais resté un dirigeant d'entreprise ou, en tout cas, du moins, j'aurais eu l'impression de prendre des décisions puis de faire avancer les choses. Ça se fait. Oui, je peux t'aider. C'est confirmé. Mais tu vois, il va falloir que je me mette dans un mode parce que moi, je dis toujours ça à ma conjointe puis avec les gens qui ont voyage. Quand je suis en voyage, j'essaie de ne pas prendre aucune décision. Puis je leur dis, je suis allé en ski il y a un mois, puis je disais, vous me dites quelle piste qu'on fait, puis je vais en faire. OK? Pourquoi? Parce que on décide tous les jours. Et quand je suis en vacances, ça fait du bien. Il va falloir que j'essaie de me mettre dans ce mode-là. Ce En qui sera vacances, pas... en vacances de décision. Oui. C'est un peu ça. Moi, j'aimerais revenir sur l'équilibre. Oui. Je peux pas t'aider beaucoup là-dessus, évidemment. Mais ce que j'entends, c'est tu t'es fait un équilibre avec, tu sais, en surpondérant ton travail dans ta vie. Puis quand on parle d'équilibre, on a l'impression que faut pas que ça prenne trop de place, que les temps libres ou OK, puis comme un peu comme si le travail était un élément moins le fun ou négatif. Puis je suis en train de me convaincre qu'en travaillant beaucoup, je suis équilibré, OK, en disant ça. Puis là, tu me dis, tu sais, tu connais plein d'entrepreneurs comme toi, puis tu vois là, que cet équilibre-là est pas là, c'est clair. Mais il y a tellement de volonté d'accomplir le rêve, d'accomplir quelque chose, qu'on se permet moins de choses. Puis des fois, ça casse, des fois, c'est trop. C'est quoi l'équilibre? C'est ça ma question. Je vais te répondre parce que moi, l'équilibre, c'est pas d'avoir fait 50 heures puis de diminuer à 40 ou 35. C'est pas une question d'heure. C'est une question de mindset. Je me suis souvent posé la question pour des gens qui ont un horaire, qui finissent de travailler puis qui s'en vont à la maison puis qui ne pensent plus à leur emploi, c'est quoi? Et pour moi, l'équilibre, ça va être à un moment donné d'être capable de laisser le bureau au bureau. Ce que présentement, je ne suis pas capable de faire. Comment ça se manifeste pour toi? Ah, de plein de façons. Tu sais, ça va être, je vais prendre 1 heure ou 2 ce matin, je vais juste checker mes courriels, je vais me réveiller dans la nuit, puis je vais dire, hey, tel dossier. Donc, c'est omniprésent. Pour moi, l'équilibre, ça va être d'être capable de mettre ça un peu de côté, puis de dire, il y a du monde qui s'en occupe. Est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver à être efficace, dédié, amoureux de son métier, puis de ses clients et tout ça, puis de performer, de réussir,
puis de couper à une certaine heure. Moi, j'ai jamais réussi, mais je suis plus équilibré. Mais j'ai jamais vraiment réussi à 100%. Je peux avoir un enjeu. Toi, tu fais du bicycle, moi, je cours, puis je ne veux pas penser à ça, mais tout à coup, ça fait pouf. C'est ça qu'il faut faire, c'est fantastique. Et j'en suis content, Ouais. parce que Ah, j'ai trouvé quelque chose. mais tu vois, moi, la seule place où je ne pense pas au bureau, c'est en vélo. Parce qu'en vélo, je suis rendu dans un autre monde. Ça va plus vite qu'à pied aussi, fait que t'as intérêt à... Oui, puis t'es en groupe, donc si t'es distrait, un accident, c'est vite arrivé. Donc, c'est le seul endroit, mais d'être capable de dire de temps en temps, je décroche, pas y penser, c'est là que va devenir l'équilibre. C'est sûr que quand tu es dans une transaction qui est intense, mais que ça soit toujours, c'est là que j'essaie de trouver l'équilibre. C'est un beau défi. Oui. Merci beaucoup, Richard.